vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Mickaël de vous accueillir. Bonjour Mickaël et bonjour Éric Besson, parce que les sujets ne manquent pas ce matin. Évidemment, tout le monde parle de Kadhafi, mais on va inverser un petit peu les priorités avec Mickaël, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de Français qui sont touchés par l'éventuelle crise de l'euro. Est-ce que le président de la République a eu raison, j'allais dire, de dramatiser quand il a dit c'est la semaine où tout est possible, et si jamais il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait là ? La dramatisation, elle n'est pas le fait du président de la République. Il suffit de voir les images de ce qui est en train de se passer en Grèce et savoir que si la Grèce ne respecte pas ses échéances ou ne trouve pas une forme de consensus national, elle est en grande difficulté, alors que la France a toujours dit que nous n'abandonnerions pas la Grèce à son sort pour voir que c'est une situation, au sens propre du terme, mais dramatique. Nous sommes à la télévision, je prends mes deux bras et je les écarte. C'est-à-dire qu'entre les positions d'Angela Merkel et celles de Nicolas Sarkozy, il y a encore ce matin, et il va y avoir une visioconférence, une conférence dimanche et une autre mercredi, il y a un écart considérable. Il n'y a aucun élément ce matin qui pousse à l'accord. Bon, moi je ne sais pas exactement ce que sont à la minute. Je vous parle de ça parce que vous êtes parlons, ministre de l'Industrie, oui, donc vous appartenez au secteur économique du gouvernement. Je ne sais pas exactement ce que sont les positions à cette heure-ci, mais de toute façon, il faut l'accord du couple franco-allemand pour que l'Europe puisse se mettre elle-même d'accord. Et deuxièmement, ça a toujours été depuis quelques années une recherche permanente. Mais quel est l'argument, Éric Besson ? Quel est l'argument qui permettrait au président de la République de ramener la chancelière allemande à ses positions pour qu'il y ait un accord et que tout n'explose pas ? Le même que celui qui a permis de trouver des accords à toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire la situation dramatique de la Grèce, le fait que si la Grèce tombe, c'est toute l'Europe, toute la zone euro, l'euro lui-même, l'Union européenne qui est en danger. Le président de la République ne l'a jamais masqué. C'est ce qui explique nous ministres, ne me parlez pas de la campagne présidentielle. Tout est pour moi focalisé sur l'action à mener en Europe et à l'international. Comment faire plier Angela Merkel, justement ? Comment est-ce qu'il peut faire Nicolas Sarkozy ? Surtout pas faire plier Angela Merkel. Vous ne faites pas plier Angela Merkel, vous ne faites pas plier les Allemands. Vous essayez de trouver une solution. Alors comment amener ce consensus ? Par la discussion, par le dialogue. Je crains de ne pas pouvoir aller plus loin. C'est en ce moment même que ça se joue et le président de la République est à l'action. Alors en France, on vote actuellement le budget, un budget qui est prévu sur 1,75. Pourtant, ce matin, on entend les experts dire que le taux de croissance sera bien inférieur. Finalement, ce budget, est-ce qu'il sert encore à quelque chose ? D'abord, la réalité, c'est que nul ne le sait. Et deuxièmement, quand on regarde les résultats par rapport aux prévisions depuis 4 ans, on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir été trop optimiste. Il y a rarement eu un aussi faible écart entre le réalisé et les prévisions. Simplement, beaucoup de choses dépendent de ce qui va se jouer dimanche et dans les jours qui viennent. Parce que, au fond, ça n'est pas une crise économique. Les fondamentaux ne sont pas mauvais. Quand vous regardez la production industrielle, elle n'est pas mauvaise ni en France, ni en Europe. Simplement, c'est une crise financière, c'est une crise de la spéculation, une crise de ce qu'on appelle les dettes souveraines. Donc, effectivement, il faut casser ce processus. Mais vous-même, Éric Besson, vous avez mis en perspective à tout le monde, d'ailleurs, il n'y a pas que vous, les conséquences sociales possibles. Les Grecs qui sont quand même au bord de l'explosion. Et puis, si ça commence avec les Grecs, il n'y a aucune raison que ça ne s'exporte pas ailleurs. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. On est dans un catastrophisme. C'est d'ailleurs... Mais il y a un risque. Vous vous rendez compte le climat de la présidentielle ? Je me rends bien compte, et c'est exactement la thèse du président de la République qui ne cesse de dire depuis 6 mois, il faut à la fois apurer les comptes, lutter contre les spéculations, envoyer des signes très clairs de bonne gestion, et en même temps ne pas casser la dynamique de la croissance sans laquelle les États ne sont pas capables de rembourser. On part dans une spirale déflationniste. C'est pour ça qu'on va aborder les autres sujets avec Mickaël. Le grand problème de la différence d'appréciation dans le contexte d'En route vers la présidentielle, c'est le titre de notre émission, c'est qu'actuellement, la gauche vous tombe dessus, Sapin et d'autres, en disant au fond, vous nous faites croire que la dégradation des comptes publics, c'est lié à la crise. Or, vous en êtes éminemment responsable. Et il cite le fameux chiffre de la Cour des comptes expliquant que cette dégradation, ça n'est que pour un tiers lié à la crise. Et pour le reste, c'est le président de la République. Écoutez, on en discutera pendant la campagne. Au moment où nous parlons, tout cela n'a pas grande importance. Simplement, cette crise... il y a une accusation de mauvaise gestion. Justifie, oui, de la part de ceux qui ont, refusé
toutes les réformes qui visaient à assainir nos comptes. La réforme des retraites. Et en plus, vous les connaissez. Il se trouve que tout à l'heure, vous évoquiez avec Guillaume Tabar la réalité. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire quelle est la position du Parti socialiste sur la réforme des retraites? Quand elle a été votée... C'est peut-être ça l'habileté d'Hollande. Oui, mais enfin, vous savez, au bout d'un moment, l'habileté en situation de crise, ça se retourne contre soi. Il y a un moment où sur les retraites, sur les impôts, sur l'énergie, sur le nucléaire, etc., il va falloir sortir de cette habileté et de cette ambiguïté et de dire la vérité. Je crois au contraire que tout ce qui est en train de se produire justifie largement a posteriori ce qui était l'idée du président de la République, c'est-à-dire mener les réformes nécessaires pour que la France reste à la fois, parce que c'est quoi le socle, compétitive et solidaire. Nickel. Améliorer notre compétitivité dans la mondialisation, ne pas croire aux chimères de la démondialisation et en même temps continuer à avoir un haut niveau de protection sociale. Quelques mots quand même de politique française, même si vous ne voulez pas rentrer en campagne directement. François Hollande, vous le connaissez bien. Oui. Vous aviez à l'époque, en 2007, aussi préparé quelques fiches contre Ségolène Royal, que vous connaissiez bien aussi. Est-ce que vos fiches sont prêtes contre François Hollande pour aider Nicolas Sarkozy? Non, d'abord, Nicolas Sarkozy n'a besoin de personne pour jauger ses concurrents, donc chacun d'entre nous doit être modeste en la matière. Et deuxièmement, ce ne sont pas des questions de personnes. Là. Ségolène Royal avait probablement des fragilités que François Hollande n'a pas. Donc c'est l'adversaire plus coriace, c'est ça que vous dites? Que Ségolène Royal, oui, ça, à l'évidence, et je crois d'ailleurs que les socialistes en ont pris acte, si j'en juge par le résultat de Ségolène Royal. Mais ça n'est pas l'important. On est dans une situation de vérité. Et il faut dire la vérité sur ce que l'on va faire. C'est impossible d'aller à une élection générale sans avoir dit préalablement ce que sont les réformes majeures qu'on va faire. Regardez comment tous les sociaux-démocrates, historiquement, ont pris le pouvoir. Schröder, Blair, Zapatero, Socrates, etc. Ils sont toujours allés devant leurs militants et devant le peuple en disant voilà ce que sont les réformes majeures que je vais devoir faire. Il n'y a qu'en France où le Parti socialiste n'a jamais accepté son statut réformiste et joue à une espèce de grand écart. Plaire hier à Besancenot, aujourd'hui à Mélenchon, tout en suggérant qu'on pourrait faire des choses avec François Bayrou. C'est le rassemblement de la gauche. Mais la question n'a pas le rassemblement des hommes, c'est de dire la vérité sur la situation du pays et les réformes qu'on proposerait. Ce contrat de génération proposé par François Hollande, moi je suis persuadé qu'il va tomber et qu'on va dire que c'est parce que on est passé d'une situation ils vont revoir la campagne à celle du projet. J'en suis persuadé, il est caduc ce projet à l'évidence. Mais est-ce que justement, de ce point de vue-là, il n'y a pas une certaine forme de caricature de l'UMP à l'égard de François Hollande, qui est maintenant le candidat, c'est-à-dire en surévaluant à ce point-là le programme du Parti socialiste et en sous-évaluant ses qualités propres? Parce que finalement, vous les connaissez bien maintenant des deux côtés. Mais écoutez, l'affaire des primaires, comme l'affaire, je pose tranquillement ma question, l'affaire des primaires, comme l'affaire du Sénat, on se demande rétrospectivement, pas nous, pas Mickaël et moi, comment ça a été à ce point sous-évalué par l'UMP avant que ça ne se produise. Comment est-il possible qu'on donne au président de la République des fiches sur la victoire du Sénat alors que c'est une défaite la veille? Je n'en sais strictement rien. Vous dites simplement quelle caricature. Dans un dossier que je crois connaître un peu, qui est celui de l'énergie et celui du nucléaire. Lorsqu'un candidat vous dit, voilà, en 13 ans, je vais ramener notre électricité d'origine nucléaire de 78% actuellement à 50% en 13 ans. Il a le droit. Mais en même temps, il doit dire comment à ce moment-là. Par quoi on le remplace? Si vous regardez ce que va faire l'Allemagne, ça va être un peu d'énergie nouvelle, nous aussi, d'énergie renouvelable, nous aussi nous le faisons, ça va être du gaz. Ça veut dire que les Allemands ont accepté l'idée qu'ils vont émettre plus de gaz à effet de serre, qu'ils vont être plus dépendants sur le plan des importations, et surtout que ça va coûter plus cher à leur industrie et à leurs consommateurs. Ils l'assument, il y a une forme de consensus politique sur le sujet. Vous avez trouvé là un coin à mettre entre François Hollande et les écologistes, par exemple. Mais la question n'est pas du coin entre François Hollande et les écologistes. Elle est de l'avenir de notre industrie, l'avenir du pouvoir d'achat des Français. Si François Hollande, dans l'espace de 3 débats, et pourtant ils n'ont pas été très bousculés, ils ont eu le temps largement d'expliciter leur programme, avait trouvé 2 minutes pour dire
voilà comment je vais faire, à ce moment-là, on pourrait en débattre. Sauf que la réalité, c'est que ni vous, ni moi, ni personne, ni ceux qui nous regardent ou nous écoutent, ne savent aujourd'hui comment nous pourrions passer en 13 ans de 78 à 50% Mais je reviens très d'électricité modestement, et nucléaire. après j'arrête cette question, comment Mais est-il je possible reviendrai modestement à mes réponses. Parce que Non, mais comment est-il possible qu'à l'UMP, on ait sous-évalué tout ça? Parce qu'on a l'impression que cette gigantesque bande-annonce qu'ont été ces débats pour le Parti Socialiste, ça a été méprisé par l'UMP. Après, le résultat ce matin, c'est qu'on se retrouve 60% pour Hollande, 40% en gros pour le président de la République dans les sondages. Il y a quand même eu un problème d'erreur politique. Vous inviterez ici des historiens de l'actualité politique. Moi, j'essaie. Je m'adresse à un ministre du gouvernement. Mais justement, moi, j'essaie d'être acteur et de me dire, voilà, dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour notre industrie, pour Internet, ce que je fais aujourd'hui en réunissant les acteurs majeurs de l'Internet et en essayant de rendre concrète la déclaration de Deauville. C'est la première fois que le G8 s'était penché sur ce que peut être un Internet libre, ouvert, responsable, etc. Et puis, il y a le temps de la campagne présidentielle qui viendra, parce que vous êtes en route vers la présidentielle et vous l'êtes depuis longtemps. Mais ce que je voulais vous dire, 6 mois, ça paraît court et à l'échelle du temps politique, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et pour l'instant, pour nous, c'est toujours le temps de l'action gouvernementale. Pour vous, elle n'est absolument pas perdue. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas inquiétants. Je ne vous dis pas que je ne préférerais pas de meilleurs sondages, mais je vous dis simplement qu'à 6 mois et demi d'une élection présidentielle et dans la situation dans laquelle nous sommes, avec l'obligation qui va être celle de tous les candidats, et notamment du candidat socialiste, d'expliciter un peu son projet, parce que pour l'instant, on n'est pas entré dans le cœur du sujet. Par exemple, sur les impôts, on vous dit, voilà, les impôts, on va augmenter l'impôt des riches. Alors ça, en France, quand vous dites ça en campagne présidentielle, tout le monde se dit les riches, c'est les autres, et donc en général, ça pose pas de grandes difficultés. Mais c'est pas la réalité. Quand vous proposez la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, vous êtes touché dès le premier euro. Vous savez qu'en France, il y a 50% des Français, je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut s'en réjouir, qui ne paient pas l'impôt sur le revenu. La simple honnêteté oblige à dire que ces 50%-là vont payer davantage d'impôts. Donc l'espèce de mystification qui consiste à dire ça ne touchera que les plus riches, c'est un mythe. Et il va bien falloir entrer dans le concret. Donc ensuite, vous aurez projet contre projet, et les Français décideront. On va parler évidemment du colloque, et on va parler de Kadhafi, mais sur cet aspect-là qui est important, c'est que les Français, je ne suis pas en train de me mettre à leur place, mais comme il y a cette crise et cette incertitude, ils se disent, parce qu'ils sont pas idiots, de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils vont nous promettre, parce que tout ce qui va être dit de sérieux ne pourra intervenir qu'après, éventuellement, résolution de la crise. Ce soit les programmes du Parti Socialiste. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est une élection. Je pense que c'est une élection qui mériterait peu de promesses, peu d'engagements financiers lourds et beaucoup de lucidité, parce que de toute façon, le prochain mandat sera difficile. Kadhafi, on en parle quand même depuis hier. Pour vous, est-ce que ça a une importance de savoir qui a tué Kadhafi? Est-ce que ce sont les avions de l'OTAN ou les propres forces libyennes? Si on en juge par à la fois les images et les commentaires internationaux, même si je ne suis pas spécialiste, il semble bien qu'il était vivant, blessé, mais vivant, lorsqu'il s'est trouvé entre les mains des, entre guillemets, rebelles libyens ou du... Donc ça a une importance, le fait que ce soit l'OTAN, la France ou les Libyens, ça a une importance. Évidemment que ça a une importance. Ça a toujours une importance de savoir comment un homme qui a été un dictateur pendant 40 ans est mort. Donc il vaut mieux qu'il n'ait pas été tué par les forces de l'Alliance. Ça paraît, au moment où on se parle, une évidence absolue que ce ne sont pas les forces de l'Alliance. S'il y a d'autres informations ou d'autres thèses, elles seront explorées. Ce qui est important maintenant, c'est après ces images qui étaient cruelles au demeurant. Là, c'est pas le ministre qui parle, mais je sais pas qualité pour le faire, mais l'homme. Moi, elles m'ont quand même gêné, les images d'hier. On n'aurait pas dû les retransmettre sur les télévisions? Je ne sais pas ce que je dis. Je dis simplement qu'elles étaient très, très dures. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un dictateur. Et en même temps, la mort d'un homme, fût-il un dictateur, est entourée, selon nos valeurs, d'un certain nombre de précautions. Moi, j'ai été mal à l'aise face à ces images. Petite question, la dernière, malheureusement, on arrive au terme, puisqu'il faut qu'on revienne sur ce colloque pour une chose qui paraît sensible pour tous les Français. C'est vrai qu'on a l'impression que ces 15-20 dernières années,
années, on a toujours été dans ce domaine-là complètement à la remorque des Américains. Il n'y a qu'à voir les chiffres de la capitalisation boursière d'Apple. Est-ce que vous croyez qu'il y a la moindre chance qu'en France, on reprenne le train? Oui, parce qu'on a des créateurs, des